Avant mon voyage d'affaires, mes parents ont fait pression pour avoir la clé de ma maison en cas d'urgence. Puis ils ont vendu la maison et donné l'argent à ma sœur. Mais j'étais préparé à leur petit stratagème, et je suis revenu en fanfare. Mon nom est Anita Elgrim et j'avais 31 ans quand mes parents ont finalement franchi une ligne si stupide, si cupide et si permanente que même maintenant, une partie de moi admire encore l'arrogance pure de leur acte. J'ai grandi dans une maison où les dés étaient pipés dès le départ. Ma sœur cadette, Camille, était l'enfant chéri, et j'étais en gros la stagiaire non rémunérée de la famille. Mes parents ne pouvaient pas passer 5 minutes sans faire l'éloge de Camille pour quelque chose de ridicule. Moi, j'aurais pu faire atterrir une fusée sur Mars qu'ils auraient quand même demandé si Camille avait besoin d'argent pour l'essence. Elle a eu sa première voiture à 16 ans. Une Jeep Wrangler neuve, des jantes personnalisées, une peinture brillante, tout le tralala. Mon père a même fait un discours dans l'allée sur le fait qu'une jeune femme devait se sentir fière de ce qu'elle conduisait. Pendant ce temps, je tout sautais encore en ville dans une Honda rouillée que je m'étais achetée après 2 ans de salaire de supermarché. Cette chose donnait l'impression de s'étouffer chaque fois que je tournais la clé. La réponse de papa ? Eh bien, tu aurais dû étudier plus dur pour avoir un meilleur travail. C'est ça. Parce que Camille avait travaillé si dur à soulever cette manette de Xbox. Le favoritisme était si bruyant qu'il noyait le bon sens. Camille se faisait payer ses excès de vitesse comme s'il s'agissait d'un abonnement mensuel. Une fois, elle a accidenté sa voiture parce qu'elle pensait que le régulateur de vitesse signifiait que le véhicule se conduisait pratiquement tout seul. Mes parents ont appelé cela une erreur de bonne foi. Moi, si j'égarais un billet de $20, j'avais droit à une conférence d'une demi-heure sur la responsabilité financière, la discipline et le respect de l'argent. La seule personne qui m'ait jamais traité comme plus qu'un meuble de fond était mon grand-père. Il était de la vieille école dans tout ce qui comptait. Il travaillait de ses mains, payait en espèces, détestait les excuses. Il n'était pas affectueux, pas du genre à faire des câlins, et les compliments de sa part étaient plus rares que les entrepreneurs compétents. Mais quand il parlait, les gens écoutaient. Du moins, les gens intelligents. Plus d'une fois, il m'a mis en garde contre mon père. Ton père ne sait pas gérer l'argent, m'a-t-il dit sans détour. Il voit un bien familial et pense que c'est sa tirelire personnelle. Ne lui fais jamais confiance avec ce qui est à toi. À l'époque, j'avais haussé les épaules. Je pensais qu'il était juste aigri, peut-être trop dur. Des années plus tard, ces mots me reviendraient si clairement que j'aurais eu l'impression qu'il me les avait murmurés directement à l'oreille depuis l'au-delà. Quand grand-père est mort, le testament et la fiducie ont été révélés, et c'est à ce moment-là que les sourires dans ma famille ont commencé à paraître forcés. Mes parents étaient joyeux jusqu'à ce que l'avocat explique la répartition. La maison de Charlotte, une vieille maison coloniale avec une bonne structure et plus d'histoire que de style, ne leur revenait pas. Elle était bloquée dans une fiducie avec moi comme fiduciaire et unique bénéficiaire. Mes parents devraient attendre l'homologation pour l'argent liquide, les actions et les objets de famille. Camille avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer que le luxe était annulé pour toujours. La maison n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais je l'ai tout de suite aimée. Elle avait une structure solide, un beau jardin et le genre de dignité tranquille que les gens ignorent quand ils sont trop occupés à courir après les choses qui brillent. Mon père a ricané et l'a qualifié de gouffre financier. Camille s'est moqué des placards de la cuisine et a dit qu'il semblait sorti d'un fantasme de grand-mère sur Pinterest. Ma mère m'a demandé avec une fausse inquiétude si je pouvais même me permettre l'entretien. Je n'ai pas discuté. Il ne sert à rien de débattre avec des gens qui sont allergiques à la réalité. J'ai juste emménagé et je me suis mis au travail. J'ai peint, réparé, nettoyé, reconstruit. Chaque amélioration que je faisais, il la rejetait. Papa regardait un mur fraîchement peint et disait, j'aurais dû engager un professionnel. Camille souriait d'un air narquois et me demandait pourquoi je gaspillais de l'argent dans cette ruine au lieu de la revendre pour acheter un appartement. Venant de la même femme qui ne payait pas de loyer et parlait encore du chômage comme d'une période pour faire le point. Je les ai laissés parler. La vérité, c'est que j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La maison était à moi. Ma carrière commençait à décoller. Et chaque fois qu'ils me regardaient de haut, cela ne faisait que me confirmer que grand-père ne m'avait pas seulement laissé une propriété. Il m'avait laissé une scène, et tôt ou tard, ma famille allait se produire exactement comme il savait qu'elle le ferait. Au travail, les choses s'animaient enfin de la meilleure façon possible. J'avais construit ma carrière avec soin,
de la même manière que je faisais tout le reste, discrètement, sans drame et sans attendre que quiconque me donne quoi que ce soit. Alors, quand mon patron m'a appelé dans son bureau un lundi matin avec cette expression sérieuse que les managers utilisent quand quelque chose d'important se prépare, je savais que c'était important. Ce que je ne savais pas encore, c'était ceci, le voyage à Tokyo qu'il était sur le point de me proposer ne changerait pas seulement ma carrière. Il offrirait à ma famille la tentation qu'elle attendait. Mon patron n'a pas perdu de temps en bavardage. Il s'est adossé à son fauteuil, a croisé les mains et m'a dit que l'entreprise choisissait un chef de projet pour s'envoler à Tokyo pendant 3 semaines afin de superviser les négociations avec un groupe d'investisseurs japonais. C'était le genre de mission sur laquelle on bâtit une carrière. Haute pression, haute visibilité, et si tout se passait bien, cela mettrait cette personne sur la voie d'un poste de direction. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « C'est toi que je choisis. » Pendant une seconde, je suis resté assise là, non pas parce que j'étais choqué qu'il m'ait choisi. Je savais à quel point j'avais travaillé dur. Je savais combien de nuits blanches, de délais impossibles et de projets ingrats m'avaient amené à ce bureau. Mais l'entendre à voix haute avait quand même un impact différent. Tokyo n'était pas juste un voyage d'affaires. C'était une dynamique. C'était une porte qui s'ouvrait sur la vie que j'avais construite pièce par pièce pendant que ma famille insistait sur le fait que j'étais chanceuse plutôt que compétente. Au moment où je suis sorti de son bureau, ma tête bougeait déjà dans 2 directions à la fois. Une partie de moi pensait aux présentations, à la stratégie de négociation, à la préparation culturelle, à chaque détail que je devrais maîtriser pour réussir la mission. L'autre partie pensait à la maison. Non pas parce que j'avais peur qu'elle reste vide, mais parce que je savais exactement comment cette nouvelle sonnerait aux oreilles de mes parents. Anita quitte la ville. La maison d'Anita sera sans surveillance. Anita a quelque chose que nous pouvons atteindre. J'aurais dû garder ce voyage pour moi. Je le sais maintenant. Mais il y avait un dîner de famille ce dimanche-là, et une partie de moi, contre toute évidence, avait encore ce stupide réflexe de partager les bonnes nouvelles. Comme si, peut-être, cette fois, ils se comporteraient comme une famille normale pendant 10 minutes. Ils ne l'ont pas fait. À la seconde où j'ai mentionné Tokyo, le visage de ma mère a changé. Pas avec fierté, pas avec excitation, avec calcul. C'était subtil, je l'ai vu. Le petit changement rapide dans ses yeux, la façon dont elle s'est redressée. 3 semaines, dit-elle avec une grande douceur. Oh, ma chérie, c'est si long de laisser la maison vide. Pourquoi ne nous laisses-tu pas une clé en cas d'urgence? Et si les tuyaux éclataient ou si le courant était coupé? Je l'ai juste regardé. C'était la même femme qui avait passé des mois à insulter mes sols, mes choix de peinture, mon budget de rénovation, et soudain elle se souciait de ma plomberie. Papa n'a même pas levé les yeux de son assiette quand il s'est joint à la conversation. Ouais, laisse-nous une clé, grogna-t-il. Tu ne veux pas que la maison reste là sans surveillance. Sans surveillance, c'est ça. Parce que les gens qui s'étaient moqués de la maison sans arrêt étaient maintenant profondément investis dans sa protection. J'ai jeté un coup d'œil à Camille. Elle poussait la nourriture dans son assiette d'une main et faisait défiler son téléphone de l'autre. Mais quand papa a dit « Laisse-nous une clé », je l'ai vu. Ce petit scintillement. Elle a levé les yeux une demi-seconde, a croisé son regard, puis a baissé les yeux. C'était minime. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Moi si. Et c'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir méfiante et que j'ai commencé à être certaine. Il y avait un plan. Peut-être pas encore un plan finalisé, mais quelque chose bougeait déjà dans leur tête. Leur cupidité suintait pratiquement à travers les murs. La plupart des gens dans ma situation auraient fait confiance à leur instinct, auraient dit non, changé de sujet et peut-être engagé un gardien de maison. Mais moi, j'ai vu quelque chose de mieux qu'un avertissement. J'ai vu une opportunité. Alors j'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai dit, bien sûr, je vous déposerai un double avant de partir. Ma mère a semblé soulagée trop rapidement. Papa a poussé un grognement satisfait, comme un homme qui pense qu'il vient de résoudre un problème avec son propre génie. Camille n'a toujours pas dit grand-chose, mais j'ai surpris le coin de sa bouche se contracter vers le haut, comme si elle savourait déjà la version du futur qu'ils avaient construite autour de mon absence. Cela seul aurait suffi à me mettre en alerte, mais Camille m'a rendu la tâche encore plus facile quelques nuits plus tard. Elle m'a coincé dans l'allée alors que je sortais des boîtes de vieux carrelage à la poubelle.
Elle avait l'air misérable de cette manière dramatique que seules les personnes ayant une vie facile peuvent gérer. Les yeux gonflés, le sweat à capuche à moitié zippé, le téléphone serré dans une main comme si c'était une bouée de sauvetage. « J'ai tellement besoin d'une pause », soupira-t-elle. « Tu ne sens jamais que la vie n'arrête pas de te frapper sans raison. » J'ai continué à marcher. « Pas vraiment, ai-je dit. » Cela l'a agacée. « Bien. » Elle m'a quand même suivi. C'est juste qu'après la rupture, j'ai besoin de guérir. Genre, vraiment guérir. Maman et papa ont dit qu'ils ne pouvaient pas aider en ce moment à cause de leur truc de retraite, ce qui est ridicule, au fait. J'ai besoin de m'évader quelque part de bien, quelque part de luxueux, quelque chose avec une plage. Je le mérite au moins. J'ai posé la boîte et je l'ai regardée. Cette femme était sortie avec un type pendant peut-être 8 semaines. C'était la tragédie dont elle se remettait. Les vacances de luxe nécessitent généralement de l'argent, ai-je dit. Elle m'a lancé ce regard plein de souffrance comme si j'étais la stupide. Exactement. C'est ça le problème. Et voilà. Pas une demande, un indice. Camille voulait des vacances. Mes parents voulaient accéder à la maison. Grand-père m'avait prévenu il y a des années que papa voyait une propriété familiale comme une tirelire avec son nom déjà écrit dessus. Debout là, dans l'allée, avec du carrelage cassé à mes pieds et Camille se plaignant de sa guérison sur une plage, je pouvais pratiquement entendre les pièces du puzzle s'emboîter. J'ai remis la clé la veille de mon vol. Maman l'a prise avec un sourire si faux qu'il m'a presque impressionné. « Ne t'inquiète pas, ma chérie », a-t-elle dit. « Nous garderons tout en sécurité. » Papa a hoché la tête comme s'il s'agissait d'un accord viril entre adultes responsables. Camille était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone, souriant comme quelqu'un qui pouvait déjà goûter des cocktails chers dans l'air marin. J'aurais dû me sentir nerveuse. Au lieu de cela, je me sentais calme, car à ce moment-là, j'avais déjà fait mes propres préparatifs. Avant de faire mes valises, j'ai installé un petit ensemble de caméras discrètes dans la maison. Rien de dramatique, juste assez. Une près de la porte d'entrée, une dans le salon, une dans le bureau où je gardais les papiers importants. De petits témoins silencieux nichés dans les coins. Facile à manquer si vous pensiez être la personne la plus intelligente de la pièce. Et ma famille pensait toujours cela. Le lendemain matin, je suis monté à bord de mon vol pour Tokyo. 14 heures exiguës, pas de place pour les jambes, des bébés qui pleurent, de l'air recyclé et zéro sommeil. Brutal. Mais pendant tout le trajet, mon esprit tournait autour de la même pensée. Pas de la peur, pas exactement de l'anticipation. J'avais préparé l'échiquier. J'avais laissé les pièces à leur portée. Et si ma famille faisait ce que grand-père avait toujours cru qu'elle ferait, alors ce voyage n'allait pas se terminer par mon retour à la maison pour une simple violation de mes limites. Il allait se terminer par une preuve. Tokyo m'a frappé comme un autre monde à la seconde où je suis sorti de l'aéroport. Des lignes épurées, une efficacité silencieuse, tout bougeait avec un but. C'était l'exact opposé du chaos dans lequel j'avais grandi. Et pour la première fois depuis longtemps, ma concentration avait un but qui n'était pas lié à ma famille. Les réunions ont commencé le jour même. Présentation, longues heures, traduction non seulement de la langue, mais des attentes, de la culture, de la pression. C'était intense, mais c'était le genre d'intensité que je comprenais. Tu te prépares, tu agis, tu t'adaptes et tu avances. Pendant les premiers jours, j'ai à peine pensé à la maison. Le travail comblait chaque vide. Tôt le matin, tard le soir, à réviser des contrats pendant que la ligne d'horizon de Tokyo brillait à l'extérieur de la fenêtre de mon hôtel. Chaque poignée de main ressemblait à une marche vers le haut. Chaque négociation réussie ressemblait à une porte qui s'ouvrait. C'était l'avenir que j'avais construit, et pendant un moment, je me suis laissé y rester complètement. Mais de temps en temps, généralement tard dans la nuit, quand la ville se calmait enfin, mon esprit revenait en arrière. Non pas à l'inquiétude, mais au schéma. Je pouvais l'imaginer trop clairement. Mon père se promenant dans ma maison comme s'il en était le propriétaire. Ouvrant les tiroirs, feuilletant les papiers, convaincu que si quelque chose existait devant lui assez longtemps, cela lui appartenait. Ma mère planant à proximité, feignant l'hésitation tout en suivant tout ce qu'il décidait. Camille regardant, absorbant, calculant, attendant le résultat qui lui serait le plus bénéfique. Les caméras étaient là.
Cette pensée est restée avec moi. Silencieuse, constante. Je ne les ai pas vérifiées de manière obsessionnelle. Cela aurait été contraire à l'objectif. Si quelque chose se passait, je m'en occuperais à mon retour. Pour l'instant, j'avais quelque chose de plus important à prouver. Pas à eux, à moi-même, que j'étais plus que la personne qu'ils avaient passé des années à minimiser. 3 semaines sont passées plus vite que je ne l'avais prévu. À la fin, l'accord était conclu. Partenariat sécurisé. Les courriels de mon patron sont arrivés avec des éloges si directs que j'en ai presque ri. Voie de promotion, potentiel de leadership. Des mots que mes parents n'avaient jamais utilisés pour moi. Pas une seule fois. J'ai fait mes valises en ressentant quelque chose de proche de la satisfaction. Pas bruyant, pas dramatique, juste solide. Pendant le vol de retour, cependant, le calme est revenu. Pas de la peur, pas exactement, quelque chose de plus aigu. Parce que maintenant, l'attente était terminée. Maintenant, j'allais voir ce qu'ils avaient fait. L'avion a atterri à Charlotte en fin d'après-midi. Ciel gris, pluie fine, le genre qui s'imprègne lentement de tout. J'ai pris ma valise, suis monté dans un taxi et j'ai donné mon adresse au chauffeur. En arrivant devant la maison, la première chose que j'ai remarquée, c'est la lumière du Porsche. Éteinte. C'était anormal. Je l'avais réglée sur une minuterie avant de partir. Elle aurait dû être allumée. J'ai payé le chauffeur, suis sorti sous la pluie et j'ai remonté l'allée. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Les roues de ma valise traînaient légèrement sur le trottoir mouillé alors que je montais sur le Porsche. J'ai sorti ma clé, je l'ai insérée, j'ai tourné. Rien. J'ai froncé les sourcils et j'ai réessayé. Toujours rien. Une deuxième clé. Même résultat. C'est à ce moment-là que la réalité m'a frappé. La serrure avait été changée. Je suis resté là une seconde, la pluie s'infiltrant dans ma veste, fixant la porte comme si elle pouvait soudainement se réparer si j'attendais assez longtemps. Ce ne fut pas le cas. La maison semblait exactement la même. Même peinture, même fenêtre, même structure. Mais je me tenais dehors comme si je n'y avais plus ma place. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas crié. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la deuxième sonnerie, trop rapidement. « Anita » a-t-il dit, sa voix presque joyeuse. « Tu es de retour. Comment était Tokyo ?» Je n'ai pas répondu à la question. « Ma clé ne fonctionne pas » ai-je dit. « Pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas ?» Il y a eu une pause. Juste assez longue. « Pourquoi ne passes-tu pas à la maison » a-t-il finalement dit. « Nous parlerons. » Bien sûr. Il voulait contrôler le lieu. J'ai mis fin à l'appel, je me suis retourné et j'ai marché vers le taxi qui tournait encore au ralenti au bout de la rue. J'ai donné l'adresse de mes parents au chauffeur et je suis resté assise en silence pendant tout le trajet. Je savais déjà. Pas les détails, pas exactement, mais la forme, l'intention, l'audace. Quand je suis entré dans leur maison, rien ne semblait déplacé. C'est la première chose qui m'a frappé. Tout était normal, tout était calme, tout était faux. Camille était sur le canapé, les jambes croisées, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux, m'a vu et a souri. Pas de soulagement, pas d'inquiétude, de la satisfaction. « Oh, tu es de retour » a-t-elle dit nonchalamment. « Regarde ça. » Elle a tourné son téléphone vers moi. Des photos d'elle sur une plage. D'elle au bord d'une piscine. D'elle tenant une boisson fluo ridicule avec un parasol en papier. Les Bahamas, a-t-elle dit. 5 étoiles, majordome privé, spa. Tu aurais adoré. J'ai regardé l'écran, puis je l'ai regardé. Comment as-tu payé pour ça, ai-je demandé. C'est à ce moment-là que mon père a coupé le son de la télévision et s'est penché en avant. Nous avons trouvé une solution, a-t-il dit. J'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile. Quel genre de solution, ai-je demandé. Il a souri. Ce même sourire, celui qu'il utilisait quand il pensait qu'il était sur le point d'expliquer quelque chose d'évident à quelqu'un qui ne comprenait tout simplement pas comment le monde fonctionnait. Nous avons vendu ta maison, a-t-il dit. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Lourds, irréels.
Et puis, lentement, ils sont devenus réels. Vous avez fait quoi? Ai-je demandé. Ma mère a finalement parlé, se tordant les mains comme elle le faisait toujours quand elle voulait avoir l'air inquiète sans réellement prendre ses responsabilités. C'était une bonne offre, a-t-elle dit rapidement. Tout en liquide, conclu en 8 jours. Camille en avait vraiment besoin, ma chérie. Elle était dévastée après sa rupture. Dévastée, a répété Camille, hochant la tête comme si elle avait survécu à quelque chose qui méritait d'être financé par l'immobilier. Je les ai regardés un par un, attendant la chute, attendant que quelqu'un rie. Personne ne l'a fait. Mon père s'est adossé, complètement à l'aise. Les ressources familiales appartiennent à la famille, a-t-il dit. Cette maison ne servait à rien. Camille avait besoin d'un nouveau départ. Tu t'en remettras. Tu t'en remets toujours. J'ai laissé échapper un souffle court. Puis j'ai ri. Pas fort, pas de manière incontrôlée. Juste assez. Assez pour le faire froncer les sourcils. Qu'est-ce qui est si drôle? A-t-il demandé. J'ai secoué la tête, souriant encore légèrement. Rien, ai-je dit. J'ai pris ma valise, je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Où vas-tu? M'a crié ma mère, sa voix se tendant déjà avec quelque chose qui ressemblait à de la panique. Passé quelques appels, ai-je dit. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi. Et en m'éloignant, j'ai entendu la voix de Camille à travers le mur. Quel est son problème? A-t-elle demandé. Elle peut juste acheter une autre maison, non? Je n'ai pas arrêté de marcher, car à ce moment-là, quelque chose avait déjà changé. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir pris quelque chose. Il ne réalisait pas qu'il venait de déclencher quelque chose de bien plus grand qu'une maison volée. Il venait de tout mettre en mouvement. Je ne suis pas allé à l'hôtel. Je n'ai pas erré comme quelqu'un qui venait de tout perdre. Je savais exactement où j'allais. La maison de Nat était à 10 minutes, et c'était la seule personne dans ma vie qui avait vu ma famille clairement depuis le début. Quand il a ouvert la porte et m'a vu debout là avec une valise trempée et ce regard sur mon visage, il n'a pas posé de questions. Il s'est juste écarté et a dit, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois? J'ai laissé tomber la valise à l'intérieur, j'ai passé une main dans mes cheveux et j'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Ils l'ont vendu, ai-je dit. Il a cligné des yeux une fois. Pardon? Ils ont vraiment vendu ta maison, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Ils pensent l'avoir fait, ai-je corrigé. C'est à ce moment-là que le sourire narquois est revenu. Parce que sous la colère, sous la trahison, sous la pure folie de ce qu'ils avaient fait, il y avait autre chose. La clarté. Nat s'est appuyé contre le mur, les bras croisés. D'accord, a-t-il dit lentement. Tu es bien trop calme en ce moment. Qu'est-ce que je rate? Je me suis dirigé vers le canapé, je me suis assise et j'ai regardé le plafond une seconde, laissant le souvenir revenir aussi clairement que ce jour-là. Quelques mois avant la mort de grand-père, il m'avait appelé dans son bureau. Pas de cérémonie, pas de préambule, juste ce même ton direct qu'il utilisait toujours. Ton père est cupide, avait-il dit. Il voit de l'argent, il le prend. Peu importe si c'est le sien, le mien ou le tien. Alors, je te laisse la maison, mais j'ajoute aussi une clause. Si lui ou quelqu'un d'autre y touche, ils sont exclus. Pas d'héritage, pas d'argent, pas d'action, rien. La loi les traitera comme s'ils étaient morts avant moi. À l'époque, je pensais qu'il était dramatique. Assise là, dans le salon de Nat, je réalisais qu'il avait été précis. Ils viennent de la déclencher, ai-je dit. Nat s'est redressé. Attends, a-t-il dit. Tu veux dire que parce qu'ils ont touché à la maison. Ils sont finis, ai-je terminé. Chaque centime qu'il pensait obtenir de la succession, envolé. Il m'a regardé, puis a secoué la tête lentement. Ton grand-père était impitoyable, a-t-il murmuré. Non, ai-je dit, il était préparé. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application. Tiens, ai-je dit en le lui tendant. Il s'est penché alors que l'enregistrement commençait à jouer. Le salon, mon père se déplaçant comme s'il était le propriétaire. Les tiroirs du bureau qui s'ouvrent, des papiers en sont sortis, ma mère à la table de la cuisine,
copiant soigneusement ma signature sur un acte de vente, sa main tremblant juste assez pour montrer qu'elle savait que c'était mal. Un agent immobilier assis en face d'eux, essayant d'avoir l'air professionnel tout en sentant clairement que quelque chose n'allait pas. Un notaire vérifiant à peine la pièce d'identité qu'ils lui ont présentée avant d'apposer son sceau sur le document. Chaque angle, chaque mouvement, chaque mensonge capturé. Ça alors, a murmuré Nat, en mettant la vidéo en pause. Tu as organisé ça. J'ai haussé légèrement les épaules. Je leur ai donné l'opportunité, ai-je dit. Ils ont fait le reste. La vérité, c'est que lorsque ma mère avait tant insisté pour avoir la clé, j'avais déjà soupçonné quelque chose. Pas le plan exact, pas les détails, mais la direction. L'avertissement de grand-père était resté dans un coin de ma tête pendant des années, attendant un moment comme celui-là. Alors, je ne les ai pas arrêtés. Je les ai observés. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de mon avocat. Maître Carvé s'occupait de la succession de mon grand-père depuis aussi longtemps que je me souvienne. Cheveux argentés, regard perçant, le genre d'homme qui ne gaspillait pas ses mots et ne tolérait pas les absurdités. J'ai tout exposé. L'acte de vente falsifié, la vente, les enregistrements. Il n'a pas interrompu. Il a juste regardé. Quand la vidéo s'est terminée, il s'est adossé à son fauteuil et a croisé les mains. Ceci est une fraude d'école, a-t-il dit. Les mots sont tombés, net. Précis. La vente est annulable, a-t-il poursuivi. Vous êtes la fiduciaire. Seul vous avez l'autorité pour exécuter ce transfert. Votre signature a été falsifiée. Un tribunal annulera l'acte. Les acheteurs seront remboursés par l'assurance titre, et le procureur, il a marqué une légère pause, sera très intéressé par cela. J'ai hoché la tête. Cette partie, je m'y attendais. La clause, ai-je demandé. Il a ajusté ses lunettes. La clause est en béton, a-t-il dit. Votre grand-père l'a reprise à l'identique dans la fiducie et dans le testament. Cela signifie que toute personne qui interfère avec les biens de la fiducie est traitée comme prédécédée. Pas seulement pour la maison, pour tout. J'ai ressenti à nouveau ce calme. Pas de la satisfaction, pas de la vengeance, juste une confirmation. Ils n'ont pas seulement volé la maison, ai-je dit doucement. Ils se sont effacés eux-mêmes. Carvé a fait un petit signe de tête. C'est une façon de le dire. Mais il n'avait pas fini. Il y a plus, a-t-il dit. J'ai levé les yeux. L'argent de la vente, a-t-il continué, n'est pas entièrement allé à ses vacances. Bien sûr que non. Votre sœur avait des dettes importantes, a-t-il dit. Carte de crédit, prêt privé, quelques investissements douteux. Une grande partie de cet argent a servi à les rembourser avant que les créanciers ne puissent passer à la vitesse supérieure. J'ai laissé échapper un souffle court. Donc, le voyage aux Bahamas n'était que la bande-annonce, ai-je dit. Exactement, a-t-il répondu. La version publique. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre. Ils ont commis plusieurs crimes, ai-je dit. Pour couvrir ses dettes et l'envoyer en vacances. Carvé a haussé un sourcil. C'est une façon de le résumer. Il a tapoté son stylo contre le bureau. Il y aura des conséquences, a-t-il ajouté. Des poursuites pénales sont probables. Restitution, mise à l'épreuve, peut-être des travaux d'intérêt général, et votre sœur sera responsable des fonds qu'elle a dépensés. Je me suis levé, sachant déjà. Je ne m'inquiète pas de la punition, ai-je dit. J'avais juste besoin de savoir que je n'imaginais pas les choses. Vous n'imaginiez rien, a-t-il dit. En sortant de ce bureau, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Pendant des années, ma famille m'avait traité comme si j'étais celle qui ne comprenait pas comment le monde fonctionnait. Maintenant, ils étaient tombés droit dans un piège qui les attendait bien avant que je ne leur remette cette clé. Et tout ce que j'avais fait, c'était de les laisser faire. Je n'ai rien précipité après cela. C'est la partie où la plupart des gens se seraient trompés. L'instinct est de réagir immédiatement, de retourner en trombe, de confronter, d'exiger, d'exploser. Mais cela leur aurait donné exactement ce qu'ils voulaient. Le chaos, l'émotion, quelque chose qu'ils pourraient transformer en une autre version de l'histoire où ils étaient toujours les personnes raisonnables, et moi,
je ne faisais que surréagir. Non, je les ai laissés mariner. Je les ai laissés croire que ça avait marché, qu'ils avaient réussi un coup intelligent, qu'ils m'avaient eu, qu'ils avaient finalement pris quelque chose qui comptait. Pendant ce temps, je suis allé travailler. Carvé a d'abord contacté la compagnie d'assurance titre. Calme, direct, professionnel. Il n'a pas accusé. Il a présenté l'acte de vente falsifié, les documents de la fiducie, la structure d'autorité, puis la vidéo. Au moment où l'enregistrement a commencé, tout a changé. Je n'étais pas là, mais il m'a dit plus tard que la pièce était devenue silencieuse à mi-parcours. Au moment où mon père est apparu à l'écran, fouillant dans les tiroirs de mon bureau, l'expression du représentant avait déjà changé. Au moment où ma mère copiait ma signature à la table de la cuisine, il ne restait plus aucune question. Au moment où le notaire a apposé son sceau sur le document sans vérification appropriée, toute la vente s'était déjà effondrée dans leurs esprits. Cette transaction est frauduleuse, a dit Carvé, toujours aussi calme. Elle sera annulée. La compagnie d'assurance titre a immédiatement accepté. Ils n'avaient pas le choix. Les acheteurs seraient remboursés par l'assurance. La paperasse serait inversée. Et plus important encore, le bureau du procureur serait informé. Ce que mes parents avaient fait n'était pas seulement contraire à l'éthique. C'était criminel. Je ne me suis pas présenté chez eux. Je n'ai pas appelé. Je ne les ai pas prévenus. J'ai attendu. La première onde de choc a frappé environ une semaine plus tard. Camille a appelé. Pas un texto. Pas un message. Un appel. J'ai laissé sonner. Puis je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message était différent de son ton habituel. Moins suffisant, moins confiant. Et, a-t-elle dit, il se passe quelque chose de bizarre. Papa a reçu un appel de la compagnie d'assurance titre. Ils disent qu'il y a un problème avec la vente. Peux-tu simplement me rappeler pour qu'on puisse régler ça? Régler ça? Comme si c'était un malentendu. Je n'ai pas répondu. Un jour plus tard, ma mère a essayé. Sa voix était plus douce, presque suppliante. Anita, ma chérie, nous devons parler. Il y a eu une certaine confusion avec la paperasse. Les acheteurs posent des questions, et ton père est vraiment stressé. S'il te plaît, appelle-nous. Confusion. Paperasse. Stress. Tous les mots qu'ils utilisaient quand ils voulaient réduire quelque chose à une taille gérable. Pourtant, je n'ai pas répondu. Puis mon père, court, sec, appelle-moi. J'ai regardé le message une seconde, puis j'ai posé mon téléphone, car c'était le moment où tout commençait à passer de leur version des événements à la réalité, et je n'allais pas interrompre ce processus. 2 semaines plus tard, nous étions au tribunal. Pas encore un procès complet, des audiences préliminaires, mais la salle semblait plus lourde que n'importe quel dîner de famille auquel j'avais assisté. Mes parents étaient à la table des accusés, Camille à côté d'eux, ressemblant moins à une enfant chérie qu'à quelqu'un qui venait de réaliser que les règles avaient changé. Carvé s'est levé, a tout exposé. La fiducie, la structure de propriété, la signature falsifiée, la vidéo, chaque pièce, chaque étape, chaque décision qu'ils avaient prise. J'ai regardé la posture de mon père changer alors qu'il réalisait que ce n'était pas quelque chose dont il pourrait se sortir en parlant. Les mains de ma mère tremblaient à nouveau, tout comme dans l'enregistrement. Camille n'arrêtait pas de regarder autour d'elle comme si elle attendait que quelqu'un intervienne et arrange les choses pour elle. Puis Carvé l'a dit. De plus, votre honneur, la fiducie inclut une clause d'interférence reprise à la fois dans la fiducie et dans le testament. Toute personne qui altère les biens de la fiducie est traitée comme prédécédée dans toutes les questions d'héritage. Le juge a levé les yeux. Donc, en vendant la maison, a-t-il dit, ils se sont effectivement déshérités eux-mêmes. Oui, a répondu Carvé. Le silence qui a suivi était différent de celui de la baby shower dans mon autre histoire. Celui-ci n'était pas le choc, c'était la réalisation. Mon père a été le premier à réagir. C'est ridicule, a-t-il lancé. Nous sommes ses parents. Nous y avons droit. Carvé n'a pas haussé la voix. Plus maintenant, a-t-il dit. Le sang-froid de ma mère a cédé. Mais nous sommes une famille, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Nous essayons juste d'aider Camille. Elle avait besoin.
La loi ne s'adapte pas au favoritisme, a dit le juge d'un ton sec. Camille s'est penchée en avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé. Personne n'a répondu immédiatement. Alors, je l'ai fait. Ça veut dire que ces vacances, ai-je dit, en la regardant dans les yeux, étaient ton héritage. Le regard sur son visage, je ne l'oublierai jamais. Pas de la colère, pas du déni, juste le moment où tout s'est finalement connecté. La salle d'audience n'a pas explosé. Ce n'était pas nécessaire. Le mal était déjà fait. Dehors, Carvé m'a fait un petit signe de tête. Vous avez bien géré cela, a-t-il dit. Je ne me sentais pas fier. Je ne me sentais pas vengé. Je me sentais stable. Parce qu'il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agissait de laisser les conséquences exister. Et maintenant, elles existaient. La phase de détermination de la peine n'a pas traîné. Il ne restait plus grand-chose à débattre. Les preuves étaient claires. Les violations étaient évidentes. Et le mal avait déjà été fait bien avant que quiconque n'entre dans une salle d'audience. Mes parents ont accepté des plaidoyers de culpabilité. Ils n'avaient pas d'autre option. 2 ans de mise à l'épreuve chacun, des paiements de restitution et 600 heures de travaux d'intérêt général. Pas des heures symboliques non plus. Des vrais. Nettoyage des bords de route. Entretien communautaire. Le genre de travail que mon père avait passé des années à considérer comme indigne de lui. Camille ne s'en est pas sorti indemne. 18 mois de mise à l'épreuve plus un jugement civil l'obligeant à rembourser chaque dollar lié à ses soi-disant vacances de guérison. Le tribunal ne se souciait pas des plages ou des cocktails ou de l'histoire qu'elle s'était racontée. L'argent était de l'argent. La dette était la dette. Et maintenant, elle avait une forme légale qui la suivait partout. La première fois que j'ai vu mon père dans ce gilet fluo, c'était par accident. Je revenais d'une inspection de chantier quand je suis passé devant un tronçon de route où des bénévoles ramassaient des déchets le long de l'accotement. Je n'ai même pas remarqué au début, juste un autre groupe de personnes faisant quelque chose de nécessaire. Puis j'ai aperçu sa posture, la façon dont il tenait ses épaules, la façon dont il bougeait comme s'il essayait encore de prétendre qu'il n'était pas à sa place. J'ai ralenti, j'ai regardé à nouveau, et il était là, mon père, se penchant pour ramasser des canettes écrasées et des sacs en plastique. Pendant une seconde, j'ai juste regardé, non pas avec satisfaction, non pas avec colère, avec clarté, parce que ce n'était pas quelque chose que je lui avais fait. C'était quelque chose dans lequel il s'était lui-même engagé. Ma mère ne s'en est pas mieux sortie. Ses missions se déroulaient principalement à l'intérieur, nettoyant, repeignant, récurant des surfaces dont personne d'autre ne voulait s'occuper. Elle essayait de le présenter comme du bénévolat quand les gens posaient des questions. Mais la vérité a une façon de se montrer. Les voisins parlent. Les gens remarquent les schémas. Et une fois qu'une histoire commence à se répandre, elle n'a pas besoin de beaucoup d'aide. La chute de Camille fut plus silencieuse, mais plus brutale. Elle a trouvé un travail dans un lave-auto. Salaire minimum, des pourboires quand elle avait de la chance. La même personne qui parlait de se trouver passait maintenant des heures à récurer la boue des pneus pendant que les agents de recouvrement l'appelaient entre les services. Les saisies sur salaire ont commencé à frapper son chèque de paie presque immédiatement. Au moment où elle voyait son argent, la plus grande partie était déjà partie. Les photos des Bahamas ont disparu de ses réseaux sociaux. Pas d'un seul coup, progressivement. Comme si elle espérait que les gens ne le remarqueraient pas. Ils l'ont remarqué. Bien sûr qu'ils l'ont remarqué. Parce qu'une fois qu'une histoire bascule, elle ne bascule pas à moitié. Elle bascule complètement. La famille élargie a cessé de les inviter. C'est la partie avec laquelle mes parents ont eu le plus de mal. Pas l'argent, pas même les conséquences juridiques, le silence. Ils avaient bâti leur identité sur les apparences, sur le fait d'être ceux qui réussissaient, ceux qui savaient naviguer dans la vie mieux que tout le monde. Maintenant, ils ne pouvaient plus entrer dans une pièce sans sentir le changement dans la façon dont les gens les regardaient. Je n'ai rien eu à faire. Ils s'en sont chargés eux-mêmes. Quelques semaines plus tard, j'ai entendu parler de la première grosse dispute. Un cousin m'en a parlé autour d'un café, essayant de ne pas rire en décrivant la scène. Apparemment, ça a commencé par quelque chose de petit. Les factures, le loyer, les courses, le genre de pression qui s'accumule lentement jusqu'à ce qu'elle craque.
Mon père a blâmé Camille. A dit qu'elle les avait entraînés là-dedans. Camille a riposté. A dit que c'était eux qui avaient signé les papiers, eux qui avaient pris les décisions, eux qui pensaient pouvoir s'en tirer. Ma mère a essayé de calmer les choses. Ça n'a pas marché. C'est devenu une dispute en règle. Les voix se sont élevées, les portes ont claqué, les voisins ont écouté à travers les murs fins. À un moment donné, quelqu'un a appelé la police. Pas d'arrestation, juste un avertissement. Mais le mal était déjà fait. À partir de ce moment, c'est devenu une routine. Disputes, reproches, alliances changeantes. Camille a essayé de se distancier d'eux à un moment donné, disant à un conseiller en dette que tout avait été l'idée de mes parents et qu'elle avait juste suivi. Mon père l'a découvert, s'est présenté et a essayé de corriger l'histoire. Ma mère pleurait à quiconque voulait bien l'écouter, insistant sur le fait qu'elle avait seulement essayé de protéger sa fille, l'enfant chéri, le bouc émissaire. Les rôles changeaient selon le jour. Je ne me suis pas impliqué. Je n'en avais pas besoin, parce que le système qu'ils avaient construit, celui qui avait toujours été centré sur la protection et l'excuse de Camille, s'était finalement retourné contre lui-même. Et il faisait un meilleur travail que je n'aurais jamais pu le faire. Pendant ce temps, ma vie continuait d'avancer. Le travail a repris. L'accord de Tokyo a ouvert des portes exactement comme mon patron l'avait promis. Nouveau projet, plus grande responsabilité, réunion avec des gens qui se souciaient des résultats, pas des récits. J'ai commencé à gérer de plus grands chantiers, à assumer des rôles qui auraient semblé hors de portée juste un an plus tôt. Et chaque fois que je retournais à mon appartement après une longue journée, je pensais à quel point j'étais passé près de laisser ma famille me ramener dans leur version de la réalité. Celle où tout ce que je construisais était à leur disposition. Celle où les limites étaient facultatives. Celle où l'on s'attendait à ce que j'absorbe les conséquences de leur choix. Cette version avait disparu, et elle ne reviendrait pas. Le processus juridique a mis quelques mois de plus à suivre son cours, mais à ce moment-là, l'issue n'a jamais fait de doute. L'acte de vente falsifié a été officiellement annulé par décision de justice. Les acheteurs ont été remboursés par l'assurance titre, et la maison de Charlotte a été restituée exactement là où elle avait toujours appartenu, sous mon nom en tant que fiduciaire et unique bénéficiaire. Quand les documents sont arrivés par la poste, ce n'était pas dramatique. Pas de musique, pas de moment de célébration, juste une enveloppe épaisse, mon nom imprimé proprement en haut et une série de documents qui confirmaient tranquillement ce que j'avais déjà su depuis le début. C'était à moi. J'y suis allé en voiture le même après-midi. La maison semblait inchangée de l'extérieur. Même jardin, même porche, même structure qui avait tenu bon à travers tout ce que ma famille avait essayé de lui faire subir. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et suis entré lentement, laissant le silence s'installer autour de moi. Ce n'était pas le genre de silence qui semblait vide. Il semblait mérité. Chaque pièce portait encore les traces du travail que j'y avais mis. La peinture, les réparations, les petits détails qui n'ont d'importance que lorsque vous êtes celui qui les a construits. Mais quelque chose avait changé. Avant, la maison avait été un projet. Maintenant, c'était une preuve. La preuve que je n'étais pas la chanceuse que mon père avait toujours méprisée. La preuve que mes instincts avaient eu raison lorsque j'avais choisi de ne pas leur faire confiance. La preuve que mon grand-père n'avait pas seulement été prudent. Il avait été précis. Quelques semaines plus tard, la succession a été clôturée. Ce fut le deuxième coup. Le tribunal a finalisé la distribution de tout ce que mon grand-père avait laissé d'autre. Argent liquide, actions, objets de famille. Dans des circonstances normales, cela aurait été divisé entre mes parents, Camille et moi. Mais à cause de la clause d'interférence, ils étaient légalement traités comme s'ils étaient morts avant lui. Leurs parts ont disparu. Une partie m'a été transférée. Une partie est allée à la famille élargie. Une partie est allée à une petite association caritative que mon grand-père avait incluse. Rien ne leur est allé. Nous étions tous dans le couloir du palais de justice quand cela a été annoncé. Mon père se tenait là, fixant les papiers comme s'ils pouvaient changer s'il les regardait assez longtemps. Les mains de ma mère tremblaient à nouveau, serrant son sac à main comme si c'était la seule chose stable qui restait dans sa vie. Camille n'arrêtait pas de répéter la même phrase à voix basse. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai presque souri. Vous n'avez pas seulement vendu ma maison, ai-je dit en les regardant.
vous vous êtes vendu hors du testament. La mâchoire de mon père s'est crispée, mais il n'a pas discuté. Il ne le pouvait pas, car cette fois, il n'y avait plus de récit derrière lequel se cacher. Après cela, tout s'est effondré plus rapidement. Les paiements de restitution, les frais de justice et les exigences de la mise à l'épreuve ont drainé toutes les économies qu'il leur restait. En 2 mois, ils ont mis leur maison en vente. Le VUS a disparu. Les meubles ont été remplacés par des modèles bas de gamme. Le style de vie qu'ils avaient passé des années à maintenir s'est discrètement évanoui, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour faire semblant. Ils ont déménagé dans un petit appartement au-dessus d'une laverie. Je l'ai appris par un parent. L'ironie n'a échappé à personne. Mon père, qui avait toujours agi comme si le travail manuel était indigne de lui, se plaignait maintenant du bruit et des voisins qu'il ne pouvait pas contrôler. Ma mère détestait l'odeur de déterge qui s'infiltrait à travers le sol. Camille a emménagé avec eux pendant un certain temps, puis est partie après une autre dispute, essayant de reconstruire quelque chose par elle-même, mais traînant ses dettes derrière elle comme une ombre. Ils ont pris contact. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Au début, c'était des messages doux sur le désir de parler, de réparer les choses, d'être une famille. Puis, cela a changé. Culpabilité, obligation. Tu n'as qu'une seule famille. Ne nous tourne pas le dos. Et enfin, la partie qui avait été là depuis le début. L'argent. Si tu pouvais juste nous aider un peu. Je n'ai jamais répondu. Pas une seule fois. Parce qu'à ce moment-là, je comprenais quelque chose parfaitement. Ils ne voulaient pas le pardon. Ils voulaient l'accès. Et c'était la seule chose que je ne leur donnerais plus jamais. La vie sans eux était calme. Paisible d'une manière que je n'avais jamais connue en grandissant. Ma carrière a continué d'avancer. Le projet de Tokyo a ouvert des portes qui sont restées ouvertes, et je les ai franchies une par une sans regarder en arrière. De plus grands projets, de meilleures opportunités, des conversations basées sur le respect plutôt que sur la manipulation. Le week-end, je partageais mon temps entre la maison et l'appartement que j'avais gardé près de mon lieu de travail. Parfois, je m'asseyais dans le jardin, regardant le travail que j'avais accompli, l'espace que j'avais construit, et la vie qui en avait découlé sans leur interférence. Un soir, j'ai ouvert un tiroir dans le garage et j'ai trouvé le vieux couteau de poche de mon grand-père. Petit, usé, tranchant. Il l'emportait partout avec lui. Je l'ai tenu un moment, le tournant dans ma main, pensant à cette conversation il y a des années. Ton père essaiera de prendre ce qui n'est pas à lui. Ne le laisse pas faire. Il avait eu raison sur tout. Ils avaient essayé. C'est la partie qui est restée avec moi. Ils voulaient la maison, l'argent, le contrôle. Ils se sont retrouvés avec rien de tout cela. Je voulais l'indépendance, la stabilité, quelque chose qui soit à moi. Et j'avais tout cela. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'agissait jamais vraiment de vengeance. Pas le genre que les gens imaginent. Pas de cris, pas de combat, pas de destruction directe. Il s'agissait de les laisser faire leur propre choix, puis de s'écarter pour qu'ils puissent vivre avec. Je me suis adossé à la chaise, écoutant le bourdonnement silencieux du quartier, le son lointain de la circulation, les petits bruits ordinaires qui accompagnent une vie qui n'est pas constamment sous pression. Et j'ai souri, parce qu'ils pensaient m'avoir enfermé à l'extérieur de ma propre maison. Mais au final, ils n'avaient réussi qu'à s'exclure de tout ce qui comptait.